On va donc commencer par un petit peu discuter cette partie du futur. On arrive en fin de nos tables rondes et après avoir entendu tout ce qui se dit depuis ce matin, je crois qu'il y a là une vraie ouverture à faire sur ce qui doit se passer maintenant. Peut-être avec vous, Stephen Curry, since you're far away, not so far away. Puisque vous êtes loin, alors pas si loin que ça, en parlant de la déclaration de San Francisco, peut-être qu'on peut y revenir un petit peu, peut-être que vous voulez nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Alors nous savons ce qu'est cette déclaration, mais combien de pays sont signataires et combien ne le sont pas, parce que ça fait partie de la discussion également. Alors, pouvons-nous commencer par là? Oui, eh bien, petite mise à jour, j'espère que Dora est connue. C'est une déclaration, la déclaration de San Francisco pour de meilleures pratiques, de bonnes pratiques pour l'évaluation de l'écosystème de la recherche. En tant que déclaration, on la voit souvent négativement en pensant que Dora n'est là que pour en fait interdire les abus. C'est certes prééminent dans la déclaration, mais le texte dans son entier a de nombreuses recommandations positives et nous voudrions vraiment mettre l'accent sur une réflexion sur les bonnes pratiques de recherche, comment développer des systèmes plus robustes de recherche qui ne sont pas basés trop simplistiquement sur des agrégats, des agrégations de bibliométrie. Alors, on ne pourra peut-être pas parler de tout cela en détail aujourd'hui, mais donc on essaie de réfléchir à de nouvelles approches dans l'évaluation de la recherche, avec une vision plus positive. Et il y a beaucoup de parties prenantes qui sont très intéressées et qui sont avides de collaborer. Donc, Dora est en fait une petite organisation qui a vraiment vu le jour en 2017. Nous développons notre champ d'action dans le monde entier. Alors pour l'instant, nous avons 18 000 signataires et des instituts à travers le monde. Je ne peux pas vous donner le nombre de pays, mais 64 instituts en France. Certains peuvent être des universités, d'autres des instituts de recherche, des revues. En comparaison, au Royaume-Uni, il y en a 235 qui sont signataires, aux États-Unis, 150. En Ukraine, il y en a 10 qui sont signataires, en Allemagne 50, en Italie 26. Donc vous voyez que l'adhésion a été large et ce dans le monde entier, 215 en Argentine, 47 en Inde. Donc vous voyez que ça varie beaucoup, mais nous sommes évidemment conscients du besoin d'être pleinement une organisation internationale et nous savons que les bourses de recherche sont des activités extrêmement internationales. Il n'y aurait donc pas d'intérêt à être dans un seul pays ou même dans un seul continent. Il faut une vision vraiment mondiale, globale. Mais nous avons noté une augmentation significative de l'intérêt qui nous a été manifesté dans le monde entier. Et on voit de plus en plus des références faites à Dora et dont les principes sont désormais en fait ancrés dans beaucoup de pays. Et aussi en dehors de l'Europe, vous l'avez mentionné, en Ukraine, en Inde. Eh bien, merci beaucoup, Stephen. Restez avec nous, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous manifester ou à crier quand vous voulez prendre la parole. Vous connaissez sans doute ces données que vient de nous rappeler Stephen Curry. Ça va plutôt bien, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que les choses progressent et que plusieurs pays maintenant se rapprochent et signent la déclaration de Dora. Vous avez travaillé sur une réforme d'évaluation de la recherche, donc peut-être en complément de ce qu'il vient de nous dire, on peut en dire un mot. Et on va aussi oui, Dora était une base au fond pour ce travail. Exactement. Et Dora est une base. On a commencé de Dora essentiellement
mais on essaye au niveau européen au moins, même que notre initiative est ouverte à tout le monde, même en dehors de l'Europe. Dans l'Europe, aller en avant d'une manière structurée, essentiellement produire, si vous voulez, les ESG dont on parlait ce matin à la session d'avant. Donc, le European Standards and Guidelines, on n'a jamais utilisé ce terme dans le cadre de cette préparation, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire voir comment les principes que nous avons proposés ou que nous sommes en train de proposer peut être opérationnalisé, mis en œuvre. Et ce n'est pas facile parce que c'est différent pour chaque discipline, comme on a entendu ce matin, c'est différent selon la culture de chaque pays, c'est différent et selon même l'âge ou la carrière, les stages de carrière des chercheurs, etc. Donc, pour ce faire, nous avons décidé avec nos partenaires, par exemple Lydia, de monter une initiative qui serait stakeholder-driven, c'est-à-dire une initiative qui ne s'est pas faite par les financeurs ou par les pouvoirs publics, mais avec la participation de tous les interlocuteurs, comme les universités, comme les évaluations, comme les organismes d'évaluation de recherche, comme les centres de recherche, comme les financeurs de recherche, comme nous, etc. Donc, une initiative pour s'organiser, proposer certains principes et trouver les moyens de mettre en œuvre ces principes. Vous êtes nombreux déjà. Vous êtes assez nombreux, Kostas Klinos. On est déjà à peu près 300. Oui, c'est beaucoup, parce que vous avez commencé tôt. Oui. Je vous en prie, poursuivez. Je peux continuer pour une demi-heure, donc il faut. Non, mais continuez pour qu'on ait quand même les éléments principaux, mais je ne perds pas de vue la vie de Lydia. Les titres, pour laisser Lydia parler plus de l'initiative, vous avez demandé à propos des défis qu'on rencontre. Donc, il y a plusieurs défis, défis opérationnels, défis de fonds. Dans les défis de fonds, d'abord, c'est la définition de la qualité. On a mentionné ces mots énormément de fois aujourd'hui. Il y a eu une question aussi à la session précédente. Qu'est-ce qu'on veut dire par qualité? Qu'est-ce que vous entendez? C'est une question pour… je ne sais pas ce qu'on entend, mais il faut se mettre d'accord. Et bien sûr, la réponse n'est pas la même parce que c'est par discipline, c'est selon les conditions locales aussi. Est-ce qu'on a un concept de qualité qui est universel pour une discipline ou ça dépend si on est à ces pays-ci ou ces pays-là ou on est en Inde ou on est en Europe? Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Mais ce qui est certain, ce que Dora dit déjà, c'est qu'on ne peut pas assimiler la qualité à un indicateur ou deux ou trois indicateurs qui ne sont pas représentatifs de la qualité intrinsèque des produits de recherche. Et l'autre chose qu'on est certain, c'est qu'il faut tenir compte de tous les produits de recherche et pas seulement de publication, c'est-à-dire les logiciels, les données, les modèles, etc., et aussi du comportement des chercheurs, de ce qu'ils contribuent, c'est-à-dire de leur intégrité, par exemple. On parle beaucoup dernière chose, comment la recherche change, aujourd'hui a changé. C'est-à-dire, on dit toujours team science, c'est une recherche collaborative, c'est une recherche où il faut partager, etc. Mais comment est-ce qu'on récompense ces comportements? Est-ce qu'on récompense, c'est une question aussi aux 4 personnes qui étaient là tout à l'heure, est-ce qu'on récompense le partage par rapport à ceux qui ne font seulement faire la compétition? Bien sûr, des vraies questions. On va y revenir. Lydia Borel-Damian, est-ce que vous diriez, je l'ai dit, un secrétaire général de Sciences Europe est très proche de ce travail dont vient de parler Kostas Klinos, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'évaluation est en crise, l'évaluation de la recherche? Ou est-ce que le mot est un peu fort? Puisque vous êtes tous à nous dire depuis ce matin, si je vous entends bien, qu'on n'est plus comme il y a 50 ans, qu'on a eu des méthodes très traditionnelles, qu'il y a eu ces indicateurs, qu'il y a eu, etc., et que tout a changé. Bon, je ne dirais pas que l'évaluation de la recherche est en crise, mais les systèmes d'évaluation de la recherche aujourd'hui, oui, ils sont en crise. Doivent se réformer. Oui, c'est pour ça qu'on entend dans plusieurs initiatives quelques-unes ont été présentées aujourd'hui et plusieurs d'autres qui sont dans l'Europe et aussi au-delà de l'Europe. Donc oui, il y a une crise des systèmes d'évaluation et c'est lié
un changement ou une évolution, on dirait, naturelle de la science et pourquoi on fait la science et en quoi la science contribue à nos sociétés. C'est pour ça que, du point de vue de Sciences Europe, nous, en parallèle à cette initiative qui la Commission vient de nous inviter à y participer très activement, nous développons un système de valeurs dans la recherche. On essaye d'entamer cette réflexion, comment on doit évoluer, à partir d'une réflexion en profondeur de quelles sont les valeurs de la recherche pour la recherche aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a de valeurs dans la recherche, comment cette valeur peut nous informer pour développer de nouveaux systèmes. Parce que ce n'est pas question de sortir d'un système trop quantitatif, je simplifie beaucoup, mais on va le dire comme ça, à un autre système quantitatif. Ce n'est pas question de remplacer toute une série d'indicateurs pour une autre série d'indicateurs qui seront aussi limitants. C'est plus alors de rapprocher le quantitatif du qualitatif, comme on nous l'a déjà dit oui, effectivement. tout à l'heure. Voilà. Oui. Mais sans basculer non plus de l'autre côté, je ne sais pas. Il y a un équilibre, j'imagine, à trouver. Oui, c'est un équilibre si à trouver. Non, on ne sait pas encore quel est l'équilibre, mais ce qu'on sait, c'est que avant de penser à c'est quoi en particulier cet équilibre, il faut penser qu'est-ce qu'on doit valoriser. On a dit déjà qu'on est en train d'ouvrir, on est en train de diversifier les produits de la recherche. Ça peut-être va encore se diversifier. Donc, c'est plutôt, on évolue dans la définition des systèmes flexibles qui peuvent s'adapter à l'évolution de la science et des systèmes qui peuvent mettre en valeur aujourd'hui ce qui aujourd'hui est caché ou pas suffisamment reconnu dans la recherche. D'accord, il y a ce travail à faire de précision un petit peu plus pointue et aussi des enjeux sociétaux dont on en a mentionné à plusieurs reprises. Je fais une petite incursion vers Déborah Chéry, puisque l'intégrité fait évidemment partie de ces concepts que vous voulez mettre en avant. Et Déborah Chéry, vous représentez ici les chercheurs et même les très jeunes. Il vous faut un micro, vous l'avez. Super. Donc voilà ma question pour vous un petit peu à partir de ce groupe de travail sur l'intégrité scientifique dont vous faites partie. Oui. Et comment il se rapproche de ces travaux. Oui, c'est vrai. Alors, au début, on était, pour présenter un petit peu le groupe, parce que Eurodoc, c'est à peu près 28 associations un peu partout dans l'Europe. Et donc, au départ, le groupe, c'était juste l'intégrité scientifique. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait rattacher l'évaluation parce que c'est important. C'est important de se poser des questions. Alors, on ne fait pas que se poser des questions sans cesse, évidemment, mais c'est quand même important de se poser des questions pour voir dans quelle mesure ça a une pertinence. Alors, l'intégrité scientifique, ça n'a pas vraiment, comme je vous disais, de définition internationale. Comme un peu la science ouverte, on n'a pas de consensus défini dessus. Alors, pour venir à la question de la science ouverte, un peu l'intégrité scientifique, nous, ce qu'on va y mettre, ce sont plutôt des recommandations parce qu'effectivement, Eurodoc, ce sont des jeunes chercheurs. Des jeunes chercheurs et on peut intégrer Eurodoc alors si on fait partie d'une association, donc un peu partout dans l'Europe. J'ai dit, il y en a à peu près 28, ça change. On peut estimer à environ 1 million de personnes, ça varie, de jeunes chercheurs, si on est en train de préparer un doctorat ou si on a déjà un doctorat. On n'est pas fixé sur l'âge parce que vraiment, ce qu'on constate concrètement, c'est qu'on peut avoir 45 ans et en train de faire un doctorat de nos jours. On peut même, je connais même quelqu'un qui a 52 ans qui prépare un doctorat. Il n'y a pas d'âge. Alors l'intégrité, ce qu'on se dit en termes de recommandations, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on peut faire pour évaluer l'effet des pairs. Quel est l'impact? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Nous, les pairs, on sait qu'ils nous guident aujourd'hui, mais quelle va être l'échelle qu'on peut évaluer? Comment eux, ils peuvent nous guider? Et vous insistez là-dessus, vous souhaitez être
évalué et guidé par les pairs. Alors, ça va pas être, oui, du management, du micromanagement, c'est pas ça, mais on aimerait quelqu'un qui nous aide, qui nous guide, Vous accompagne. qui nous accompagne. C'est pas non plus du mentorat, mais il faut que quelqu'un nous guide. On ne sait pas comment, quoi proposer vraiment, parce que on est un peu livré en ce moment à nous-mêmes. On voit que c'est difficile d'avoir un poste fixe. Il y a beaucoup de postes temporaires, et ça, c'est partout en Europe. Il n'y a pas que aujourd'hui, je suis à Paris. Moi, je suis vraiment à Paris, mais c'est quelque chose qu'on constate un petit peu partout en Europe. On a fait une étude qui, chaque année, on fait à peu près une étude, et il y a 6 régions différentes. 6 régions différentes. Évidemment, les questions qu'on pose, c'est pratiquement sur la science ouverte, mais ça reflète à peu près la situation un petit peu globale. Et les questions vont dépendre, évidemment, je fais référence à ce qu'un collègue étudiant disait, de la connectivité des réseaux. Par exemple, sur la science ouverte, quelqu'un va dire dans un groupe, ben, moi, je préfère utiliser Facebook Meta plutôt que Twitter, en fonction de sûrement de la connectivité qu'il a. Chaque année, à peu près, on fait ce genre de réseau. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'intégrité scientifique? On peut se poser la question. Et il faut que quelqu'un nous aide à avoir ce genre de lien-là, parce qu'effectivement, qu'il y a une conséquence quand nous, demain, on postule sur tout ça. Donc oui, il faut quelqu'un qui nous aide en termes de supervision, en termes d'emploi. Surtout que vous êtes engagés, on va le dire quand même, les uns et les autres, dans de longs processus. Obtenir un diplôme, on sait que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. On va organiser un dialogue là entre vous, un échange. Ce que vous demande là, Madame Chéris, qu'en pensez-vous? Comment y répondre concrètement, ce soutien ce que je peux dire, c'est qu'il y a un rôle fondamental dans les institutions de recherche, les institutions, les opérateurs de la recherche, autant que les financeurs de la recherche. Et aussi les agences de qualité. Je crois qu'ils doivent avoir une prise en charge de l'entraînement qu'il faut pour les gens chercheurs, pour les aider à trouver sa place dans la recherche. Moi, je suis conscient, avant, j'ai travaillé à l'Association européenne des universités, et en particulier dans la recherche, aussi dans les doctorats. Il y a plusieurs universités qui font des séminaires spéciaux pour accompagner les doctorants dans le processus qui les amène à son degré. Et aussi au-delà, et de les mettre en contact avec des personnes au-delà de l'institution pour voir quelles sont les opportunités professionnelles après avoir son doctorat. Mais c'est la même façon, les organismes de recherche nationaux ou des organismes financiers nationaux, ils ont beaucoup de programmes plus ou moins individualisés. Ça dépend bien sûr beaucoup de l'institution. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail en profondeur à faire pour vous soutenir, pour trouver votre place dans la recherche, qui n'est pas que dans le monde académique. Hein. Et c'est le sens de votre question, oui. C'est dans le monde, dans la société en général, n'importe quel secteur. Hein. Juste encore un mot, Déborah Chéris, je voudrais renvoyer vers Stéphane Curé. Vous vous posez aussi des questions sur la science ouverte, hein, dont parle Kostas Glinos, et vous vous demandez si Dora, si elle est présente dans le Dora Statement, c'est ça? Alors, c'est vrai que Dora, de plus en plus d'établissements vont vers Dora et soutiennent Dora, et ça, on est ravis, je pense. Ouais. Alors, je me prononce peut-être un peu trop en disant qu'on est ravis, parce que nous, évidemment, ce système, on l'a soutenu. Mais peut-être que là, je vais dire qu'à titre personnel qu'on est ravis, parce que c'est toujours mitigé aussi. Effectivement, Eurodoc a soutien Dora. Pourquoi? Mais alors, plus je lis la littérature en ce moment, il y a pas mal de choses qui sortent sur la science ouverte en ce moment, et on peut constater que c'est assez mitigé. Alors, c'est pour ça qu'aussi, ce serait une question ouverte sur l'évaluation de la science ouverte, hein, c'est une redondance, mais qu'il faut vraiment l'évaluer, parce qu'on constate qu'il y a à peu près il y aurait deux voies. Il y a des personnes qui sont absolument
très enthousiastes pour la science ouverte, et puis d'autres qui se disent c'est une bonne chose, mais dans le sens, par exemple, des gens qui ne sont pas pour le diamant, Open Diamond, l'ouverture du diamant, enfin je ne sais pas comment traduire ça en français, excusez-moi, puisque je pense en anglais. Et donc on se demande du coup pourquoi, et peut-être que là il faudrait aussi évaluer, c'est pas uniquement le seul point sur la science ouverte, parce que nous quand même à Eurodoc on a la présidente qui est représentante des recommandations de l'UNESCO, donc c'est quelque chose de bien. Donc Dora, il y a de plus en plus d'établissements qui y adhèrent, et ça, c'est une bonne chose parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de pression. Je dis juste un mot pour ne pas oublier sur le financement des agences, aussi, c'est quelque chose qui est lié effectivement, parce que comme Monsieur Costa a dit, ça engendre de la pression, ça engendre beaucoup de choses. Il n'y a pas, ce matin aussi, ça a été dit, il n'y a pas que les articles, il y a les brevets, il y a l'innovation. C'est un mot aussi. Que veut dire innovation de nos jours? On ne va pas tout dire à la fois. Je voudrais renvoyer vers Stéphane Curie votre questionnement autour de la science ouverte. Est-ce que on en tient compte dans le statement, puisque vous dites que vous êtes majoritairement quand même les jeunes chercheurs tout à fait partants pour Dora. Stéphane Curie, did you hear that question? Maybe you could say it again. You hear us? Est-ce que vous nous entendez? Merci, je voulais juste répondre brièvement à un certain nombre de points que Déborah a évoqués. Elle a parlé de le besoin d'avoir un bon conseil pour les carrières des jeunes chercheurs. Et je sais que beaucoup de doctorants ressentent vraiment de manière assez aiguë la nature à court terme de leur contrat. Donc, je pense qu'il est important d'avoir ce mentorat et pour l'évaluation de la recherche, il faut tenir compte de cet aspect-là. Dans la crise que nous vivons, je pense qu'on se focalise trop sur les produits, les choses que les gens produisent, les articles publiés, et on perd de vue les gens, le facteur humain et l'impact sur les personnes. Et là, c'est une des questions autour de notre culture de recherche. Et il y a pas mal d'éléments. La majorité des gens dans la recherche connaissent des cas, des difficultés dans les groupes de recherche compte tenu de la nature hyper concurrentielle et aussi des mauvais comportements de nature de harcèlement sexuel, par exemple, par rapport à des femmes dans la recherche. Donc, il faut tenir compte de tout ceci pour tenir compte de la manière dont on forme, on accompagne et on mentore en quelque sorte nos chercheurs. Et là, c'est important de tenir compte de cet élément-là. En ce qui concerne, elle a dit que les jeunes chercheurs sont en faveur de chercheurs et c'est important de savoir que les jeunes sont en faveur de Dora parce que ceux qui sont en début de carrière de recherche sont à l'aise avec l'idée de la science ouverte parce que vous savez, ils ont grandi avec Internet et l'idée que l'information devrait être gratuite et libre en tout cas. Et donc, ils ont une démarche souvent plus ouverte de la science par rapport à des moyens d'accélérer le partage des connaissances, tout comme on partage les données. Et il y a des questions liées à l'équité, l'égalité. Il y a un business model autour de l'accès ouvert qui a l'air de favoriser les pays riches. Donc, il faut faire attention à ça. Mais développer des systèmes de publication diamants qui sont financés centralement pour que ça coûte rien pour le lecteur ou pour l'auteur, c'est un modèle qui est bien développé en Amérique du Sud, par exemple, où c'est très équitable, c'est très efficace en termes de coûts. Et il y a des expériences dont on peut apprendre en Europe et en Amérique du Nord. Donc, c'est intéressant vraiment d'avoir plus de dialogue. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait convaincue de ça. Et comme Kostas l'a dit, c'est important d'impliquer toutes les parties prenantes pour mettre en place ce processus de réforme. Alors, j'espère que vous voyez Déborah. Elle sourit en écoutant votre réponse. Kostas Glinos. Échange. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Steven a dit. Et, en plus, je voudrais dire que je suis content, que je ne suis pas très souvent en position d'avoir à conseiller un jeune chercheur ce qu'il devrait faire. Parce que
j'aurais un problème, comme beaucoup de collègues me disent. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que pour beaucoup de positions en Europe, avoir 2, 3, 4 publications dans son doctorant dans un journal de grand prestige fait ou ne fait pas une carrière. Et donc, si je veux absolument que la personne est engagée à une institution de prestige, etc., je dis, il faut absolument. Et d'autre part, ma conscience me dit que, mais non, mais c'est pas ce que tu prêches, c'est autre chose. Il faut lui enseigner d'avoir le comportement correct, comment être un bon chercheur, comment offrir à la société, etc. Donc et je pense beaucoup de personnes sont devant ces dilemmes. Qu'est-ce qu'ils vont conseiller à leurs jeunes chercheurs, même les personnes qui sont en faveur de la réforme de la... Donc, on ne sait pas aujourd'hui. C'est très difficile parce que nos valeurs, très souvent, sont contraires à l'intérêt à court terme, pas à moyen ou long terme, mais à court terme des jeunes. Donc, c'est pour cela qu'il faut engager cette réforme et il faut la mener à bien au plus vite possible. Je voudrais aussi dire une autre chose. Déborah, on cherche des moyens, et là c'est un autre défi. J'ai dit le défi au début de la qualité, etc. Mais il y a un autre défi. Comment dans cette réforme engager les jeunes? Parce qu'engager les universités, oui, il y a les organisations, les universités, on peut s'adresser à leurs recteurs, etc. Il y a les financeurs, on peut s'adresser, etc. Mais comment on s'adresse aux jeunes individuellement pour savoir... D'abord, ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas forcément le temps de réfléchir à ces questions, peut-être que ça vient plus tard. Mais il faut trouver la moyen d'engager les organisations des jeunes chercheurs ou de early carrière, comment on le dit en français, des jeunes, oui, voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec cette coalition aussi, engager les organisations des jeunes chercheurs. Oui. Autre question, peut-être pour avancer un peu dans votre échange, Lindia Borel-Damian, c'est l'évolution aussi vers l'international, c'est-à-dire le champ national, obviously, évidemment, n'est plus suffisant. Mais ça, je crois que c'est un constat que nous avons fait toute la journée. Ah oui, c'est absolument clair que c'est l'évolution des systèmes d'évaluation de la recherche. Ce n'est pas une région ou un pays ou une discipline de la science qui peut le faire. C'est pour nous, on croit vraiment, ça c'est la collectivité scientifique qui doit se mettre d'accord sur des principes fondamentaux et tout en permettant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux différents et je n'aime pas trop le mot discipline, parce que le mot disciplinaire, c'est un peu flou aussi aujourd'hui, qu'on s'engage dans autant de recherches multidisciplinaires ou transdisciplinaires. Donc, il faut faire attention aussi précisément à ce niveau-là. Je dois dire aussi, en référence à ce qu'elle a dit avant, c'est que on fait cette réforme, ce n'est pas que pour la science ouverte. C'est une réforme pour la science, en général. Oui, la science ouverte, c'est un mouvement dans la science, comme il y en a d'autres. Et donc, nous, particulièrement, on est en faveur, parce qu'on est une association représentant des organismes publics de recherche qui croit que la science ouverte, c'est la meilleure façon de partager la recherche avec tout le monde et que ça doit être accessible, que c'est un droit. Mais ce n'est pas la science ouverte qui nous amène à la réflexion du système d'évaluation. C'est l'ensemble de la science qui demande, maintenant il y a trop d'évidence partout, qui demande une évolution des systèmes d'évaluation. Oui, mais partager les travaux quand même. Vous parlez bien sûr des publications, 3-4 articles dans de grandes revues, ça peut faire une carrière, je pense que c'est toujours vrai, mais vous êtes d'accord aussi, vous en faites le constat qu'il y a bien d'autres moyens de communiquer. Ça va jusqu'au marketing, on peut le dire aujourd'hui dans les travaux scientifiques. Donc, comment arriver à réussir cet équilibre-là? Il faut changer, il faut s'ouvrir, on l'a entendu à plusieurs reprises. Il y a d'autres moyens de communiquer des résultats. Donc, comment garder l'équilibre sur l'intégrité, puisque c'est le terme que défend votre association, Déborah Chéry, mais même plus généralement, on tient compte de pas un risque peut-être, mais en tout cas de cette nouvelle direction, il faut la contrôler aussi. Oui, c'est pour ça qu'on fait en emphase
dans le rôle de... Il faut l'encourager et la contrôler. C'est compliqué. Oui, il faut l'encourager, la contrôler, la communiquer, mais surtout, il faut se focaliser sur l'évaluation par les pairs. Parce que Oui. ça, c'est la meilleure. Ça, c'est très important. Ça, c'est la meilleure épreuve de la qualité des scientifiques. En plus, il y a plusieurs pratiques aujourd'hui qui font, je ne sais pas comment dire exactement en français, mais c'est la ouverture de l'évaluation par les pairs. Donc, il y a une discussion scientifique en public. Il faut la diffusion, vous voulez peut-être dire, non? Oui, il y a déjà Il des faut plateformes qui la diffusent. Il existe déjà. Mhm. Donc, il y a dans le processus public, il y a une évaluation implicite de la qualité, parce qu'on peut vraiment voir s'il y a une qualité de l'appréciation scientifique ou pas. Mais tout de même, est-ce que vous pensez, je pousse exprès, hein, mais vous me direz Non. si je vais trop loin, mais est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'on persiste à ne valoriser que ces résultats, disons, sur le mode traditionnel et qu'on n'est pas assez ouvert à d'autres méthodes? Ça dépend. C'est une question. Ça dépend vraiment de pays, ça dépend vraiment Oui. des institutions, de l'autonomie institutionnelle, ça dépend de la législation du pays. Parfois, il y a des pays plus avancés que d'autres, donc ils ont une ouverture plus grande que l'autre. Puisqu'il y a, et je me concentre maintenant sur l'Europe, il n'y a pas une uniformité, mais ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de trouver une uniformité dans l'essence. D'accord. Et de pouvoir faire évoluer ceux qui sont le plus traditionnels dans de nouvelles façons d'évaluer la recherche, nouvelles directions, avec l'apprentissage de ceux qui ont fait déjà un certain cheminement. Donc, il ne faut pas commencer au début, ils peuvent s'engager dans déjà de bonnes pratiques. En fait. Oui, c'est vrai que certains pays, computing science, tout ça, ils sont très, très familiers et d'autres le découvrent. Oui, Kostas Glinos, puis Deborah Chéry. Donner un exemple spécifique pour le faire un peu plus concret. Donc, il y a à faire avec la pandémie. Donc, il y a des chercheurs que, même en France, on connaît des cas particuliers, beaucoup, un peu partout, qui n'ont pas voulu partager les données génomiques du virus durant la pandémie. Ils n'ont pas voulu. Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Je les garde pour moi et bon, c'est un système très compétitif. C'est clairement le bien public, c'est le partager, mais ils n'ont pas de... Il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Et encore pire, il y a une étude qui a fait le Wellcome Trust, qui a vu tous les dizaines de milliers de publications qui ont été faites pendant les premiers, je pense, 5 mois de la pandémie. Et Steven peut-être connaît cette étude qui a trouvé que pour les papiers sur Covid, le pourcentage de ceux qui voulaient partager leurs données, c'était le même qu'avant la pandémie. C'est aucune différence. C'est-à-dire, et c'est bien moins que 50%. Hein. Donc, on parle d'une minorité qui partage, pas d'une majorité. Et gros problème, très gros. Énormément d'argent gaspillé, énormément de vies humaines aussi. Et donc, c'est une question morale là, que vous soulevez. C'est une question morale, mais on ne partage pas parce qu'on n'a rien à gagner. Bon, il y a certains qui partagent, bien sûr, c'est très bien, mais il y a beaucoup qui ne partagent pas. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec notre système de récompense et des incitations? Si. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas bien à l'évaluation? Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien avec l'évaluation de la recherche, c'est clair. Oui, c'est très impressionnant ce que vous dites. Je l'apprends, j'avoue. Oui, Deborah Chéry. Oui, je rebondis dessus puisque effectivement, je ne veux pas m'abuser, mais il me semble que c'est Claire Géry qui avait répondu à cette question-là en ouverture en février, je sais le 4 ou le 5, je n'ai pas la date exacte, mais le 4, voilà, le 4 février, quand elle avait fait la clôture, elle disait qu'effectivement, elle était très surprise parce que le taux de personnes qui utilisent la science ouverte, finalement, n'a pas évolué après la pandémie. Et moi, je peux rajouter que c'est sûrement lié aux rétractations
rétractation, parce qu'en fait, les articles ont été rétractés et on peut s'attendre sûrement à plus de rétractations. Donc, c'est pour ça que le groupe, il est intéressant avec l'intégrité scientifique. Et donc, moi, je vais aussi rajouter l'influence, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ça, de l'intelligence artificielle. De plus en plus, on a de demandes sur l'intelligence artificielle. Je vais parler un tout petit peu, parce que j'ai plusieurs choses à dire, mais je voulais d'abord dire merci. Merci, parce que pour une fois, les jeunes chercheurs, ils ont une place. Donc, merci. Merci au HERS de nous accueillir aujourd'hui. Et puis, comme il y a plusieurs langues, je vais dire thank you, muchas gracias. Et puis, comme je viens de la Martinique, je vais dire en bel messi en chai, tout le monde. Voilà, parce que moi, ça me tient à cœur. Voilà. Allez parler un peu d'italien, on en a aussi dans le salle. Voilà. Thank you, well, parce que c'est aussi ma langue natale. Voilà, ça c'est en néerlandais. Alors, pour dire aussi qu'il y a alors une question ouverte. Oui, l'évaluation de la définition du jeune chercheur en France, ça peut être intéressant parce que ça se perd un petit peu. Jeune chercheur, c'est quelqu'un qui fait un doctorat en français. En France, et aussi qui a déjà le doctorat. C'est un petit peu difficile, mais peut-être aussi dans d'autres pays, ça vaudrait le coup de revoir un petit peu la définition. En Eurodoc, on a une bonne définition, il y a Young Researcher et tout, mais peut-être qu'il faudrait revoir la définition. Ensuite, en termes de flexibilité, ça, c'est une question ouverte parce que les enjeux sociétaux de tous les jours, on s'est posé la question. Il y a quelqu'un qui a parlé de universitas, la définition au départ au Moyen-Âge, enfin, pas Moyen-Âge, c'est péjoratif, au niveau médiéval, qui vient de la communauté. Mais en fait, l'enjeu sociétal de l'université, de tout temps, on s'est posé la question parce que c'était sans les bâtiments et ensuite, comment ça a évolué. Donc, peut-être que là, en termes de mobilité, la mobilité rentre en jeu et ça c'est une question qu'il faut évaluer aussi et surtout réévaluer en fait, parce que la flexibilité qui donne lieu à la mobilité aussi, qu'elle soit virtuelle, on a vu avec la pandémie, ou géographique, en fait, ça va nous amener au cadre légal, comme on a vu avec les assurances et tout. Et là, nous, on ne sait pas où se positionner vraiment parce qu'on a vu qu'il y aura des personnes qui vont tester, des universités qui vont tester. Et comment les choisir? Comment faire? Quels vont être les impacts? Quels vont être les impacts sur la santé mentale des jeunes chercheurs? Parce que ce sont les premiers, les étudiants qui vont tester, les jeunes chercheurs ensuite. Mais ça sera peut-être comment on va faire pour choisir ça? Quels sont les critères qu'on va mettre en place? On a parlé des universités européennes ce matin. C'est un début de réponse, semble-t-il, même si elles sont tout à fait encore en début. Tout à fait. Ça peut constituer une réponse pour vous? C'est un début de vais tout à fait, puisqu'on a vu qu'on va aller vers 42 et plus d'alliances. Et en termes de critères géographiques, je vais prendre mon exemple. Par exemple, moi, je suis aux Antilles. Est-ce qu'il y aura un pont géographique qui va être mis en place? Je prêche pour ma paroisse aussi. Est-ce que mes amis d'Eurodoc vont pouvoir venir me voir plus facilement? Ça peut être une question aussi, parce que moi aussi, je suis scientifique. Moi aussi, je travaille. Comment on va faire pour venir me voir plus tard? Bon, j'ai fini ma parenthèse personnelle. Mais, on va laisser peut-être répondre à toutes ces questions que vous posez. Volontairement, on les laisse mettre un peu... toute cette liste de questions que se posent les jeunes chercheurs doctorants. Comment réagir à ce qui est dit là? Laquelle de ces questions mettez-vous en avant? On a parlé d'université européenne. Lydia Borel d'abord. Bon, bien sûr. Sans s'éloigner de notre thème, mais quand même, on parle là du futur, c'est important. Oui, Déborah, elle a raison. Elle vient du point de vue de chercheur. Moi, je dirais que n'est pas les problèmes qu'ils nous amènent à cette table aujourd'hui, ce n'est pas que des jeunes chercheurs. Il y a des jeunes chercheurs, moitié carrière, même fin carrière, qui ont des problèmes similaires. Parce que la vie d'un chercheur, 40-50 ans de vie professionnelle, on évolue beaucoup dans toutes ces années. Et les chercheurs qui aujourd'hui sont plus âgés, ils ont vu tout le développement de systèmes jusqu'à aujourd'hui et peut-être eux-mêmes, ils sont aussi coincés dans son propre système. Donc, et c'est pour ça qu'on défend cette ouverture. Mais c'est une ouverture pour tous, inclus les chercheurs, bien sûr. Mais ce sont des questions qui affectent à toute la communauté scientifique. Et pour moi, il y a bien sûr les jeunes chercheurs qui ont besoin d'un appui, comme tu disais avant, un appui.
plus profondes, bien sûr, que les autres qui sont expérimentés déjà dans les systèmes. Ouais. Mais on revient aux aspects fondamentaux de valeur que la place de chaque chercheur dans le système, Ouais. Mais plus justement, jeune ou plus âgé. venons-en à vos propositions, justement. On peut en avoir une idée, enfin, peut-être quelques-unes, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais on a le temps d'en développer quelques-unes. Propositions que vous faites maintenant d'amélioration, enfin d'activité propre à Sciences Europe déjà, ou proposées par la Commission. Bon, la partie de Sciences Prenons Europe, des exemples. nous, on a proposé déjà des exemples, c'était l'année 2020. On a proposé déjà des différentes façons d'élargir. Par exemple, on parlait de l'évaluation avec les pairs. On a proposé d'élargir la base des pairs. Oui. Parce que parfois, les pairs sont surutilisés, la même personne, et les demander dans plusieurs exercices d'évaluation. Et ça pose un problème aussi pour la personne qui est sollicitée. Et puisqu'on parle d'une ouverture, on parle d'une ouverture aussi des pairs, et on a fait le point d'ouvrir précisément avec les jeunes chercheurs. D'accord. De le faire plus partie prenante, plus souvent qu'ils le sont maintenant, et en même temps de leur donner des opportunités, bien sûr, de gagner de l'expérience. Il y a d'autres propositions de faire des épreuves pilotes, parce qu'il y a la peur des chercheurs. Est-ce que le nouveau système va être pire que le système d'aujourd'hui? Donc, ça, on peut faire des épreuves pilotes, des pilotes pour les tester, oui. Pour tester, pour voir si un système et l'autre sont plus ou moins compatibles. Ça, au niveau de Sciences Europe. Mais avec la commission qui nous a amenés à Sciences Europe et à l'Association européenne des universités ensemble pour développer cette espèce, les compromis, en fait, on va les appeler compromis. Là, on est aussi en train de développer quelques lignes. Je ne sais pas, Costa, si tu veux peut-être rappeler un peu les principes dans ton étude que tu as présentée l'année passée. Oui, Costas Glunos. Peut-être ce n'est pas le temps de présenter toute l'étude, mais parce que Claire Giry ce matin ainsi que Thierry Coulon ont fait le sommaire dans 1 minute ce matin, ou 2 minutes, et ils ont dit tout l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut valoriser tous les produits de la recherche et pas seulement les publications. Un exemple, c'est les données, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou par exemple, de nouveau pour Covid, le 11 janvier 2020, le monsieur chinois et le monsieur australien qui ont publié la séquence génomique du virus, ce qui a permis 1 an plus tard d'avoir un vaccin, il ne devrait pas être récompensé comme s'ils avaient publié un article de très grande... Bien sûr. Oui. Bon, et donc récompenser donc toutes les contributions. Et deuxièmement, ne pas utiliser des indicateurs qui ne sont pas une bonne représentation de la qualité de la recherche. Par exemple, le General Impact Factor, c'est ce que Dora dit. Par exemple, les H-Index. Tous ces indicateurs qui sont bons parce qu'on peut être paresseux, on peut voir un chiffre, bon, c'est fini, mais qui ne représentent pas très souvent la vraie qualité de la recherche qui a été faite. Alors, c'est basé sur un système plus qualitatif, comme on a dit à plusieurs reprises, mais éventuellement appuyé par quelques indicateurs, mais on fait un usage responsable de ces indicateurs, on ne les utilise pas aveuglément. Et finalement, inclure la diversité des langues, des cultures, des disciplines, des différents stages de carrière, éventuellement, des différents pays dans les systèmes d'évaluation. Dernière chose, tout ça, ce n'est pas qu'on l'a développé, on vous l'offre sur un plateau, ça c'est à faire. Hein? Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut le faire ensemble. Il faut le faire tous ensemble, et ça c'est la difficulté, mais aussi la gloire de l'histoire, parce que il faut se mettre à travailler à travers les pays et à travers les cultures et à travers aussi les types d'organisations, parce que financeurs de recherche, organisations de recherche, universités ou organisations d'évaluation de la recherche, il faut que tout soit cohérent, le système.
Oui, ce n'est pas on va tout vous proposer, mais aidez-nous à trouver. Allons-y tous ensemble. Hein. Et Sciences Europe, on le rappelle, un opérateur autant que financeur dans votre association de recherche publique. Stéphane Curry, on est encore sur les propositions. Peut-être dans la salle, on en a d'autres. N'hésitez pas, ou d'autres questions. Toujours un micro pour vous, ou en ligne d'ailleurs. Mais Stéphane Curry, sur ces propositions, celles qui sont déjà faites, et vous allez sûrement en ajouter d'autres. Well, I mean, I agree with what. Je suis d'accord avec ce que Costas vient de dire, le fait de devoir faire advenir ce processus et opérationnaliser en quelque sorte tout cela pour pouvoir avoir un système d'évaluation de la recherche qui soit meilleur. Et on a dit que les différents pays ont différentes normes, mais je crois qu'il y a quand même un bon degré de consensus international sur ce que le système d'évaluation de la recherche doit être et une bonne compréhension des problèmes qui nous empêchent d'y parvenir. Quand Costas a dit qu'il faut bien sûr récompenser le séquençage du génome du 11 janvier. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le scientifique chinois, non seulement n'a pas été récompensé, mais il a été sanctionné parce que ça avait été considéré comme une fuite. Et donc, ça vous montre combien notre système d'évaluation de la recherche, qui est encore trop dépendant de la publication, eh bien, travaille contre l'intérêt général. Et je crois que c'est une vraie question. Et je suis d'accord pour dire que nous avons besoin d'une approche plus structurée pour reconnaître les différentes qualités de la recherche. Cette question s'est posée avant. Comment peut-on mesurer la qualité de la recherche? Alors, c'est un petit peu une non-question, la manière dont je la pose, parce que la recherche, ce n'est pas une seule chose. Je crois que ce à quoi nous avons besoin de penser, ce sont les qualités au pluriel de la recherche. Et bien sûr, nous voulons reconnaître des idées brillantes, des expériences qui sont bien conçues, mais il nous faut aussi reconnaître la rigueur et l'intégrité scientifique. Il nous faut reconnaître le fait que les personnes ont apporté la démonstration qu'ils allaient partager leurs résultats, leurs codes sources. Et les acteurs principaux qui peuvent aider là-dedans, ce sont les financeurs de la recherche. Et je crois qu'il y a une vision internationale là-dessus. J'étais à une réunion en fait du Conseil du financement de la recherche en novembre 2020 et en mai 2021. Et il y a eu un article qui a été discuté, voir comment les financeurs peuvent user du pouvoir qui est leur pour promouvoir des valeurs. Et on voit à quel point cela est puissant au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, eh bien, nous avons le plus grand nombre de signataires de DORA. Et parmi les 235, il y a 80 universités. Ça représente la moitié des universités britanniques. Et c'est mené par eh bien, du travail fait par le Wellcome Trust, qui est un financeur essentiel de la recherche et qui ne finance pas, sauf si eh bien, l'institut de recherche ou l'organisme de recherche est signataire de DORA ou a apporté la démonstration qu'il respecte les principes de DORA. Donc, oui, il faut réfléchir aux qualités de la recherche que nous recherchons et que nous voulons récompenser. Mais je pense qu'il y a quand même un terrain d'entente. Alors, Stephen, nous n'avons que peu de temps, mais peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur le CV narratif. Je crois que c'est un élément important que DORA veut promouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, le CV narratif, l'idée est de refléter d'une manière organisée, structurée et concise les activités d'un chercheur. Donc, est-ce que cette recherche est vraiment un tournant, une
apporte quelque chose de nouveau, mais on peut aussi refléter d'autres aspects de la recherche. Quel est l'impact dans le monde de cette recherche? Est-ce que ça a mené à de nouveaux traitements ou de thérapies? Le travail sur le SARS, bien sûr, est un exemple. Quels sont vos engagements vis-à-vis d'une science ouverte? Est-ce que vous avez participé à des actions de mentorat au sein de votre laboratoire? Quelles sont vos contributions à des politiques sociales? Donc, l'idée du CV narratif, alors je l'ai entendu un petit peu balayer du revers de la main de manière un petit peu méprisante. L'idée étant qu'il y aurait un risque à ce que l'on récompense les gens qui sont les meilleurs rédacteurs de CV. Mais l'idée, c'est qu'il faut que ce soit structuré pour permettre une comparaison aisée. Mais l'idée, c'est aussi de garder en tête la charge de travail des évaluateurs. Ce n'est pas une panacée, hein, ce n'est pas quelque chose de magique, il faut le tester et Dora vraiment essaie de soutenir tous ceux qui vont dans le sens, mais je pense que c'est un dispositif qui est prometteur pour pouvoir avoir une évaluation qui est plus proche de la réalité. Merci beaucoup, Stephen. Je n'avais pas certaines questions sur l'iPad qu'on m'avait laissé, mais en voici de nouvelles intéressantes, je trouve. En France, est-ce que les référents intégrité scientifique peuvent jouer ce rôle d'accompagnant dont nous parle Déborah Chéry? Et y a-t-il un équivalent dans d'autres pays qui peut répondre à cette question? Sur la France, peut-être Thierry Coulon, je ne sais pas s'il le souhaite, quelqu'un d'autre. Et y a-t-il des équivalents dans d'autres pays? Ça, c'est pour vous, ou madame? Des codes pour l'intégrité? Est-ce que le référent intégrité scientifique, oui, dont on a parlé, voilà, oui. Il y en a plusieurs. Partout. Et est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle d'accompagnement? Je vous lis la question, elle n'est pas de moi. Est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle d'accompagnant dont nous a parlé Déborah? Je crois que la réponse est dans votre pour la réponse sur l'intégrité de la recherche, il y a, moi je dirais la grande majorité des établissements de la recherche ont des codes de l'intégrité. Ça, le code, il est là. C'est différent. L'application des codes, c'est une autre chose. C'est toute une autre chose. Et donc, c'est pas le besoin, ce n'est pas l'existence de codes, de références d'intégrité, mais de savoir comment ils sont implémentés. Bien sûr. C'est plutôt, on a passé les stades de développement des politiques de l'intégrité au sein des institutions. Oui, on ne découvre pas le terme intégrité. C'est ça, c'est votre réponse. Thierry Coulon, peut-être sur cette question plus directe pour la France. Sur l'intégrité, plusieurs choses. Le premier point, c'est que la France était terriblement en retard dans le domaine de l'intégrité scientifique. Elle est en train de rattraper ce retard. C'est Thierry Mandon qui avait donné l'impulsion à la fin du quinquennat précédent en créant l'Office français de l'intégrité scientifique qui est hébergé par le HCERES. Ce qui s'est passé, c'est un mouvement important sur le terrain, dans les institutions, d'abord dans les organismes de recherche, puis depuis quelques années, largement dans les universités, de nomination de référents intégrité scientifique. C'est très important de prendre cette question-là au sérieux. Maintenant, les référents intégrité scientifique, ils ont un travail bien difficile. Ils sont là pour traiter des cas qui sont toujours extraordinairement délicats. Malheureusement, ils ne sont pas dans l'accompagnement. Voilà, c'est un travail plus dur et plus délicat. Le terme d'accompagnant n'est pas celui… Malheureusement, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Par ailleurs, effectivement, il y a un sujet qui est comment, et c'est le sens du serment autour du doctorat, c'est le sens de formation au sein des formations doctorales, de formation très précoce à l'intégrité scientifique. Là, il y a aussi une question, bien entendu. Oui, oui, Déborah Chéry, puis j'ai encore une dernière question peut-être avant de conclure. C'est vrai que les formations à l'intégrité scientifique, là, je ne parle pas au nom d'Eurodoc, mais je parle en mon nom parce que à la France uniquement, on se rend compte que de plus en plus, on a besoin de parler de sciences ouvertes, de publication. C'est vraiment un besoin sur le terrain qui ressort de plus en plus. Donc là, les doctorants ou les docteurs, parce que des fois, il y a des très, très jeunes docteurs,
ils posent la question comment je fais, et puis on leur impose dans leur financement d'avoir accès ouvert. Donc ça, c'est une question ouverte en fait, comment on fait, voilà. Encore quelques questions, si vous permettez, juste avant de conclure, et peut-être, elles sont pour toutes comme vous voulez, mais Stéphane Curry peut aussi y répondre. Je pense que c'est presque une observation. Les évaluations quantitatives et qualitatives de la recherche sont-elles vraiment opposées? J'imagine que vous allez tous dire non. Ou un peu, ou à peu près, ou C'est différent. différemment. Stéphane Curry, votre réponse? No, there isn't, and I think there is a Non. demand. Et je pense qu'il y a une demande de la plupart des chercheurs d'avoir les deux et d'avoir un équilibre entre les deux. Je crois que la peur actuelle, c'est qu'on est allé trop loin du côté du quantitatif. Et il y a le facteur d'impact, par exemple, ou l'index H qui vont dans ce sens et qui sont trop utilisés. Donc ça, c'est un problème qu'on a avec trop de biométrie. Et avec le CV narratif, par exemple, eh bien, cela donne une façon plus structurée d'avoir une approche qualitative, mais il est important aussi d'avoir des informations quantitatives, productivité, les citations. Je crois que si on en parle bien, c'est complètement raisonnable. Il faut des preuves des performances en termes et résultats en termes de recherche. Merci beaucoup, Stéphane, pour vos réponses.